Mes chers amis, bien le bonjour. Qui n'a pas entendu une fois dans sa vie la fameuse chanson de Sheila, Sacré Charlemagne? Cette dernière va raconter dans cette fameuse chanson que ce dernier aurait inventé l'école. En réalité, la question de l'enseignement et de l'éducation de façon générale au Moyen-Âge est déjà présente bien avant l'époque de Charlemagne. En effet, durant l'époque médiévale, l'instruction est un peu au cœur des préoccupations, notamment l'instruction de base. Ça va être surtout apprendre à lire et à écrire, mais surtout apprendre à lire la Bible dans certains cas et à la comprendre. Si le sujet de l'enseignement au Moyen-Âge fait partie des sujets de recherche menés par les historiens au XXe siècle, et même encore maintenant, c'est pas vraiment un sujet qui a été tendance pendant un certain moment. C'est un sujet sur lequel on n'a pas trop cherché à approfondir justement les notions déjà présentes, ou qu'on va mettre de côté parce que c'est pas un sujet qui intéresse, parce que c'est un sujet qu'on trouve beaucoup trop obscur, pour tout un tas de raisons en fait qui fait que le sujet de l'enseignement n'est pas forcément un sujet qui attire. Il va falloir attendre en premier lieu 1948 avec justement les travaux de Henri Marroux sur le sujet de l'enseignement, notamment au Moyen-Âge jusqu'à l'époque de Charlemagne, pour qu'il y ait une espèce, on va dire, de pierre à l'édifice. Et les travaux, on va dire, les plus connus par la suite sont ceux de Pierre Richer, notamment sa thèse qu'il va soutenir en 1962, qui s'appelle « Éducation et culture dans l'Occident barbare », ainsi que tous les travaux que Pierre Richer va faire par la suite. Pierre Richer va vraiment, dans l'essentiel de ses travaux, vont vraiment se centrer justement sur cette question de l'éducation dans justement cette fameuse période, mais même aussi bien après. Dans ses recherches, Pierre Richer va inclure aussi la question de l'enfant au Moyen-Âge, la perception de l'enfant et justement comment on voit l'enfant justement par rapport à cela. Cette vision, quelque part, peut s'inscrire dans cette espèce de renouveau qu'il y a eu au niveau de l'historiographie dans la seconde moitié du XXe siècle. Je m'explique. Dans la seconde moitié du XXe siècle, il va y avoir en fait une espèce de renouveau au niveau de l'historiographie, de la compréhension des faits historiques, car on ne va plus forcément faire des analyses historiques avec justement que des faits historiques, que des notions historiques. On va faire appel à des notions qui sont d'autres disciplines. L'anthropologie, la sociologie, on peut prendre quoi d'autre, la médecine, le droit, etc., etc. Certains faits ne seront plus, on va dire, l'apanage de certains spécialistes. On va faire appel à d'autres points de vue, à d'autres théories, afin justement d'ouvrir plus de possibilités. Et probablement, cette volonté d'inclure justement la question de l'enfant au milieu de cette notion d'éducation s'inscrit certainement, et c'est du moins le ressenti que j'en ai eu dans mes lectures, dans cette espèce de renouveau justement d'un point de vue historiographique. Dans cet épisode, je vous propose justement d'en apprendre davantage sur le système éducatif médiéval, les différentes écoles qui étaient présentes, parce que oui, il y avait des écoles, faut pas non plus croire qu'il n'y en avait pas, mais aussi les différentes techniques qui existaient, différentes techniques d'enseignement, que ce soit dans les écoles religieuses, les écoles laïques, peu importe, l'ensemble. Ce sera une espèce de tour d'horizon pour en apprendre davantage sur cette notion d'enseignement qui n'est pas forcément quelque chose de très connu et de très mis en avant. Dès leur création, donc dès la création des écoles, tout le monde peut avoir accès à l'école et à l'éducation. Tout le monde, que ce soit femme, enfant, homme, tout le monde peut avoir accès à l'éducation. Et ça, c'était une volonté quand même qui était bien ancrée. La possibilité de savoir lire et écrire n'est donc plus l'apanage des enfants de nobles ou des personnes pouvant avoir le luxe de se payer des précepteurs. Tout le monde pouvait aller dans les écoles les plus proches avec, bien évidemment, vous vous doutez bien, quelques ajustements qu'ils devaient faire et on y allait quand on pouvait, bien entendu. Les moines et les moniales ont également une instruction justement dans des écoles spécialisées pour eux, car ces derniers doivent savoir lire les Écritures saintes, mais aussi les recopier s'ils sont inclus dans des ateliers de copistes. Donc,
l'instruction fait quand même partie d'une chose essentielle, notamment dans les écoles religieuses. Parmi les écoles que l'on retrouve sous la responsabilité des ecclésiastiques, on peut en dégager plusieurs. On peut trouver les écoles monastiques, les écoles épiscopales, qui vont être ce qu'on va appeler aussi les écoles urbaines, les écoles cathédrales et les écoles presbytérales, et pour terminer, les écoles paroissiales. Au VIe siècle, les écoles monastiques sont des lieux où les disciples de Saint Benoît dispensent un enseignement monastique. Je rappelle que l'ordre de Saint Benoît est un ordre de moines, donc il va de soi bien sûr que ces ordres dispensent un certain type d'enseignement. Ces fameuses écoles monastiques sont destinées avant toute chose à la formation des clercs et des moines, mais surtout des moines, et on le verra tout à l'heure, cela va se confirmer à partir d'un certain temps. Dans ces établissements, ce sont les règles donc monastiques qui régissent la vie de ces écoles. Donc, on peut prendre la règle de Saint Benoît, ça va être les règles bénédictines qui vont s'appliquer justement dans ces fameuses écoles. Donc, elles sont calquées sur vraiment la vie monastique à ce moment-là. À l'époque carolingienne, Charlemagne, et ça va être Charlemagne aussi, ses successeurs bien après, entame une espèce de réforme intellectuelle et culturelle, et notamment, il encourage les monastères, donc les monastères, justement ces fameux monastères en charge de ces fameuses écoles, à fonder justement des écoles pour ceux qui ne les ont pas, et à fournir une meilleure formation du clergé comprenant des moines et des clercs de l'époque. Plus tard, au Xe siècle, malgré, on va dire, toutes les péripéties que pourra traverser justement cette fin de haut Moyen-Âge, à savoir la dislocation de l'Empire carolingien ou encore des invasions, ces écoles monastiques vont quand même réussir à garder le cap tout en restant fidèles notamment à leur culture littéraire, à leurs principes d'enseignement, enfin à toutes ces choses qui font que ces écoles peuvent encore survivre. Bien plus tard, on peut également souligner que ces écoles vont être placées sous la responsabilité d'un évêque, donc autrement dit, sous une tête de proue, on va dire, du clergé. Toutefois, il faut quand même souligner quelque chose, c'est qu'à partir du XIIe siècle, si ces écoles monastiques étaient ouvertes à des enfants et des jeunes venant de tous horizons, et on verra qu'il y a quand même quelques exceptions à cela, elles finissent par se fermer petit à petit à toute personne qui n'est pas destinée à devenir moine ou se destine à cette vie monastique. Autrement dit, il faut comprendre que d'un établissement qui a accueilli tout le monde, elle devient petit à petit une école plus spécialisée. Créée en Provence, avec d'autres types d'écoles, les écoles épiscopales sont construites sur le même modèle que les écoles monastiques. Donc, autrement dit, les écoles monastiques sont un peu le modèle à suivre pour certains types d'écoles. Durant la période du IIIe et du IXe siècle, donc époque de l'Antiquité tardive, ce qu'on va appeler l'Antiquité tardive jusqu'à la fin du Haut Moyen-Âge, l'Église ne se désintéresse pas de l'instruction, bien au contraire. Dans les écoles épiscopales, on trouve ce qu'on va appeler des maîtres spéciaux. Alors ces maîtres spéciaux vont être dans différents domaines. Ça va être dans la grammaire, dans ce genre de trucs. Mais grammaire plutôt antique, si on peut comprendre ça. Donc ça va être vraiment des maîtres spécialistes d'un domaine en particulier d'enseignement. Au VIe siècle, ces écoles sont un équivalent des petits séminaires. Il va y avoir ces écoles-là, mais il va y en avoir d'autres qu'on verra après. Donc petits séminaires qui donnent un peu les bases de la vie religieuse, si on peut dire ça comme ça. Et certains historiens y voient également un peu les préliminaires des universités médiévales que l'on verra dans une autre partie. Alors, moi, et ce sont mes propres hypothèses, je ne sais pas si on peut vraiment dire que ce sont, on va dire, des préliminaires à ces universités. Pourquoi pas peut-être au niveau de l'enseignement, mais peut-être pas forcément au niveau de la structure. Donc ça, on le verra quand on étudiera le gros morceau qui est l'université au temps du Moyen-Âge. Lors du concile de Vaison qui s'est tenu en 529, Césarée d'Arles, un ancien moine de l'Airain, parvient à obtenir, justement lors de ce fameux concile, que les prêtres
ruraux, dont les prêtres des campagnes, instruisent les jeunes enfants, et les jeunes de façon générale. Autrement dit, il faut comprendre que, alors l'instruction, les écoles vont surtout se trouver dans les villes, mais il va de soi que même, on va dire, les jeunes qui sont à la campagne ont peut-être envie aussi d'être instruits au même titre que les autres. Cette instruction va surtout se situer au niveau de l'instruction religieuse, mais il va pas y avoir que ça, mais principalement ça sera ça. Dans cette instruction, il y a l'apprentissage du psautier, donc ça on le verra quand on étudiera les méthodes et les techniques, enfin programmes entre guillemets d'enseignement, les textes sacrés et l'enseignement de la loi divine, donc bien axé sur la religion, notamment pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cela a également un autre but, à part de savoir lire et écrire, et de peut-être préparer potentiellement, je mets le mot potentiellement volontairement, de nouveaux successeurs justement à ces fameux prêtres qui peut-être à la fin de leur vie vont chercher quelqu'un pour les remplacer. Au VIe siècle donc, époque du Haut-Moyen-Âge, on va trouver des écoles qu'on va appeler des écoles cathédrales. Les écoles cathédrales ont les mêmes fonctions que les écoles épiscopales, notamment par rapport au côté formation style petit séminaire. Donc c'est ce que je vous disais, école épiscopale a une fonction de petit séminaire, mais il y a d'autres types d'écoles qui vont avoir un peu les mêmes fonctions. Alors l'école cathédrale, ça sera vraiment dans les endroits où vous allez justement avoir ces fameuses cathédrales. Ça paraît logique, mais bon voilà. Et c'est pas des écoles qu'on va retrouver un peu partout. Donc ça sera vraiment ciblé, je pense, que dans certains lieux, du moins de ce que j'ai pu en lire et en comprendre. À l'époque carolingienne, lors d'un concile qui s'est déroulé en 829, il faut toutefois constater qu'on va faire une distinction entre les écoles cathédrales et ce qu'on va appeler les écoles publiques. Et là, ce qu'on appelle l'école publique, ça va être les écoles épiscopales. École publique, école urbaine, en fait, ça va être un peu la même chose, plus ou moins, en fait. Entre le XIe et le XIIe siècle, donc par rapport aux villes, on va distinguer à nouveau deux types d'écoles. Les écoles cathédrales, les écoles collégiales, que l'on appelle écoles urbaines et qui sont, on va dire, un autre mot pour dire école épiscopale. En effet, dans la deuxième partie du XIe siècle, on va constater une multiplication de ces écoles urbaines, on va dire pour assurer une instruction beaucoup plus grande au niveau d'un plus grand nombre de personnes. Mais aussi, cette multiplication des écoles urbaines permet aux clercs de satisfaire une forme de curiosité intellectuelle, parce que, bien sûr, il n'y a pas que les enfants qui sont curieux, les adultes aussi. Et ces derniers vont de plus en plus fréquenter ces fameuses écoles urbaines, et surtout, les études dispensées dans ces fameuses écoles vont leur ouvrir d'autres horizons que la vie de clerc. Je m'explique. Ça va leur permettre d'avoir une certaine ascension sociale, et aussi d'accéder à certains biens matériels. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que des clercs vont avoir à faire de ça? En réalité, disons que pour dire les choses très simples, dans ces écoles où on souhaite former des clercs, il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas que des clercs qui vont en sortir. Il va y avoir un autre style de personnes, bien entendu, mais la formation religieuse est un peu une formation dite de base. Pour les clercs qui souhaitent avoir une ascension un peu autre, on va les former, par exemple, avec notamment le développement de l'administration royale et municipale, on va les former à d'autres types de tâches, des tâches administratives ou ce genre de choses. Donc en réalité, ces fameux clercs vont être un peu multitâches. Ils vont être multitâches au sens où on va les trouver dans d'autres professions, on va dire que leur profession religieuse de base. Pour dire les choses un peu comme elles sont. C'est pas forcément toujours facile à s'imaginer une personne qui a une formation cléricale accéder à des fonctions administratives. En réalité, c'est peut-être un peu logique parce qu'on va retrouver ces fameuses personnes, on va retrouver ces personnes à avoir plusieurs cordes à leur arc et du coup à être beaucoup plus polyvalentes et à accéder à des choses en fait auxquelles ils n'auraient pas eu accès s'ils étaient restés uniquement dans la religion. Donc, ça paraît un peu logique sans vraiment l'être. Pour en revenir à nos fameuses écoles cathédrales, pour les diriger, elles sont dirigées soit par l'archidiacre, soit par le chancelier. Donc, créées en Provence, tout comme les écoles épiscopales, les écoles presbytérales sont construites sur le même modèle, encore une fois, que les écoles monastiques. Et vous allez me dire, mais beaucoup se sont inspirés de ça. En réalité, quand un fonctionnement fonctionne bien, on va avoir tendance un petit peu à le reproduire un peu par facilité.
On va l'adapter à sa sauce, mais on va le reproduire un peu par facilité. Cela paraît un peu logique. Au VIe siècle, le second concile de Vaison de 529, encore une fois, nous voit ce fameux concile, institue cette fois-ci ces fameuses écoles presbytérales. Pour terminer ce petit tour d'horizon, on va dire des écoles ecclésiastiques, on va parler également des écoles paroissiales. Au VIe siècle, ce fameux concile de Vaison va instituer un autre type d'écoles, qui sont les écoles paroissiales. Lors de ce fameux concile et par rapport à ces fameuses écoles paroissiales, il va être prescrit et demandé aux prêtres en charge des paroisses, donc des plus petites circonscriptions religieuses, d'éduquer les jeunes gens sur le savoir chrétien, mais aussi sur l'apprentissage des psaumes, des saintes écritures, mais aussi des lois divines. Donc encore une fois, très axé sur la religion. Le but est d'en faire des bons chrétiens également. Les écoles paroissiales sont spécialisées dans la formation des clercs, mais on admet quand même des jeunes laïcs quand les petites écoles romaines ont commencé à disparaître et ont disparu. Donc on accueille quand même, comme pour les écoles épiscopales, on accueille un peu tout le monde, et comme les écoles surtout monastiques. Cette volonté d'instruire se retrouve également dans différentes lois, dans différents statuts. On peut citer par exemple les statuts diocésains d'Orléans, de Tours ou encore de Soissons, qui ordonnent justement l'ouverture de ces fameuses écoles. Et ces statuts demandent aux prêtres non seulement d'ouvrir ces écoles, mais d'instruire gratuitement justement les enfants de toutes conditions. Donc il y a une vraie volonté quand même d'éduquer, d'apporter un savoir à ces jeunes, même si ce n'est qu'un savoir religieux, mais c'est surtout une volonté justement de leur apprendre à lire et à écrire, mais surtout ne pas demeurer dans l'ignorance ou de ne pas demeurer dans peut-être encore dans un paganisme qui est encore peut-être encore très ancré à certains endroits. Donc on cherche non seulement à christianiser, à éduquer, mais aussi à faire en sorte que tout le monde ait une certaine connaissance de base, on va dire, des Saintes Écritures. Ces établissements montrent que ces écoles ont une fonction un peu professionnalisante dans le sens où elles forment les futurs membres du clergé, alors qu'on prenait les moines et les clercs surtout. Avec la disparition des écoles antiques, donc on prenait les écoles de Rome et tout ça, les écoles chrétiennes doivent accueillir des enfants même s'ils ne sont pas destinés à devenir des clercs. Donc ça, c'est ce qu'il faut en comprendre. Et face à ce renouveau, des structures, on va également adapter certaines techniques pédagogiques. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette partie un peu de définition, c'est que il y a différents types d'écoles qui vont enseigner différents types de choses. Alors, il va y avoir un tronc commun, mais ça sera fait différemment et ça n'aura pas les mêmes buts. Mais concrètement, les écoles religieuses, épiscopales, monastiques, ce que vous voulez, ont un but non seulement peut-être de former des futurs clercs dans leur rang, mais aussi d'apporter une forme d'éducation, mais surtout une forme d'éducation religieuse. Si les ecclésiastiques ont d'abord accès à l'instruction, les laïcs ont également accès à cette dernière avec quelques différences. En effet, les enfants accueillis dans les écoles mentionnées beaucoup plus haut, donc les écoles monastiques, épiscopales, etc., dans ces écoles-là, on peut trouver des personnes qui sont destinées justement à cette vie de monastique, mais d'autres qui ne sont pas destinés à ces vies-là et qui ont déjà pratiqué ou qui connaissent des activités beaucoup plus profanes. En effet, les laïcs bénéficient aussi d'une instruction dans des structures qu'on va appeler les petites écoles. Si la culture laïque et ecclésiastique se mélange dans l'instruction des enfants, notamment on va dire dans la fréquentation de ces écoles, c'est véritablement vrai plus au XIIIe siècle, car on peut vraiment parler d'une culture laïque. En effet, la littérature en langue vulgaire, donc langue d'oc pour le sud et langue d'oïl pour le nord, permet une meilleure accessibilité à des ouvrages et à la culture de façon générale. Donc, comprenez bien que bien souvent, les livres, les manuels étaient écrits en latin, mais petit à petit, pour, on va dire, qu'une culture, on va dire, commune se forme, on va petit à petit les traduire dans des langues que tout le monde parle, alors que tout le monde parle dans certaines régions et que tout le monde comprend. Toutefois, le latin reste la langue utilisée par l'administration
et pour les récits officiels, mais elle est aussi utilisée aussi chez les ecclésiastiques pour beaucoup d'autres choses. Toutefois, on peut voir notamment dans la documentation des XIVe et XVe siècles, principalement, que la langue vulgaire, ou les langues vulgaires surtout, commencent à être de plus en plus utilisées. Dans les villes, les bourgeois et les marchands veulent que leurs enfants reçoivent une instruction, car cela leur servira notamment soit dans le monde des affaires, soit dans le commerce. Toutefois, les bourgeois veulent avoir quand même un œil sur l'enseignement donné à leurs enfants. Ils souhaitent qu'on leur donne un enseignement de base, mais un enseignement de base, on va dire, avec un peu de modernité, si on peut dire ça ainsi. Certaines petites écoles sont également ouvertes par des fraternités religieuses. Groupés par 10, les élèves sont placés sous l'autorité d'un rector, notamment pour l'enseignement religieux et de travail, notamment de travail comme copiste. Donc, ils reçoivent un enseignement sur les bases du commerce ou ce genre de choses, la comptabilité et compagnie, mais ils ont également une instruction religieuse. Donc, en fait, ça reste quand même une instruction qui reste quand même sous la houlette de la religion d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière. Pour se destiner à une carrière de notaire ou dans le commerce, on y revient, on leur apprend à lire, à écrire, mais aussi à compter. La comptabilité est également enseignée. C'est la comptabilité de base. On va retrouver certaines notions de comptabilité de cette époque-là dans notre comptabilité actuelle, notamment pour le cas des billets à ordre ou ce genre de trucs, on va retrouver les ancêtres de notre comptabilité actuelle. On leur enseigne également tout ce qui est langue étrangère, notamment l'arabe ou ce qui était l'équivalent de l'arabe et du turc, notamment pour les commerçants. En effet, les commerçants sont amenés, dans certains cas, à devoir faire du commerce avec l'extérieur, notamment l'extérieur de l'Europe, et du coup, il vaut mieux avoir que quelques rudiments de langue, histoire de ne pas se retrouver un peu le bec dans l'eau. Comme je vous le disais, l'enseignement religieux est également dispensé aux laïcs, mais ce n'est pas un enseignement religieux à proprement, c'est le même enseignement religieux qu'on peut donner aux enfants destinés à la prêtrise, et aux moines ou ce genre de choses. En effet, les prêtres et les parents souhaitent que les enfants aient les bases de la foi chrétienne, mais sans pour autant, on va dire, pousser beaucoup trop loin. On les fait participer à la liturgie, on leur fait écouter des sermons, ou encore on leur lit certaines notions de ce qui pourrait être vu comme notre catéchisme actuel. Toutefois, il faut quand même mettre un petit bémol là-dessus. Ces fameux laïcs sont quand même relativement méfiants avec cet enseignement religieux, car ils ne veulent pas voir leurs enfants se prendre de passion justement pour cet enseignement et du coup avoir un enseignement, basculer dans une vocation de clerc. Donc, on veut bien que nos enfants aient une instruction religieuse de base, mais il ne faut pas non plus que ça aille trop loin. Donc, il y a quand même une espèce de petite méfiance par rapport à cela. Si les bourgeois et les marchands ont accès à l'instruction, on va dire dans les écoles ou tout ce genre de choses, l'aristocratie laïque, parce que vous avez aussi une aristocratie laïque, il ne faut pas l'oublier, donne également une instruction religieuse, mais c'est plus en fait, une instruction religieuse qui est peut-être moins poussée dans ces cas-là, mais ce n'est pas forcément la majorité, notamment dans les aristocraties qui se trouvent en milieu rural. En effet, pendant la période du XIIe siècle, les enfants apprennent principalement les activités de combat et de chasse en premier lieu. Ils apprennent à monter à cheval relativement tôt, surtout pour les garçons. Et ça, on pourrait le mettre presque en lien avec le contexte peut-être soit de croisade, soit de combat, pour de guerre, pour toute autre chose. C'est probablement aussi un peu lié à ça qu'on met l'accent sur ce genre d'activité plutôt que sur d'autres. Toutefois, le recours à l'instruction, comme je l'expliquais, religieuse et profane, est également, on va dire, enseigné à ses enfants, mais à ce moment-là, comme on peut le constater, ce n'est plus le monopole des clercs, et cela, bien entendu, comme on peut le souligner, n'est pas forcément incompatible avec cette espèce de formation militaire à plus petite échelle.
quand les parents veulent que leur enfant soit instruit, il y a plusieurs cas de figure. Les nobles les plus riches peuvent avoir recours à des précepteurs privés. Donc ça va être, on va dire, des intellectuels qui vont leur apprendre certains rudiments de savoir, ou ça va être des professeurs qui vont vivre sur place. Enfin, ce ne sont pas, on va dire, ce ne sont pas des écoles qui vont le faire, ça va être un peu comme des cours à domicile. Et pour d'autres, on va envisager de les envoyer dans des écoles. Pour cela, les parents doivent faire une lettre de demande auprès soit d'un monastère, soit du prieuré, en stipulant que les moines doivent se contenter à un enseignement de base, à savoir la lecture et l'écriture. Ce sont, on va dire, principalement les écoles monastiques et probablement aussi épiscopales, mais surtout monastiques, qui vont être concernées par justement cette demande d'instruction pour les envoyer à l'école. Et on peut me demander, et les filles dans tout ça? Les filles reçoivent une instruction de base, elles sont instruites également, mais ce n'est pas une instruction aussi poussée que pour les garçons. On va mettre l'accent plus sur l'art ménager et sur tout ce genre de choses, bon, ce qui fera d'elle une bonne épouse, une bonne mère, ce genre de choses. Et pendant la peste, notamment à Toulouse, certaines jeunes filles qui se sont retrouvées par exemple orphelines ont été prises en charge par ce qu'on peut voir comme des pensionnats de jeunes filles ou ce genre de choses, pour qu'elles aient un rudiment d'instruction, pour qu'elles soient, on va dire, des filles de bien, entre guillemets, et qu'elles ne tombent pas dans la prostitution. Donc il y a vraiment quand même une volonté d'instruire les jeunes filles jusqu'à un certain moment. Certains intellectuels vont voir dans cette instruction des jeunes filles une forme, on va dire, de danger, parce que une femme instruite, c'est dangereux, ça remet en question tout. Enfin, c'est les pensées de l'époque, hein, donc il faut pas juger sur ce genre de choses. Ce sont certains intellectuels qui s'y sont, on va dire, un peu inquiétés, mais ce n'est pas la majorité, encore une fois. La chose qu'il faut avoir en tête quand on parle des méthodes éducatives ou de programmes scolaires à mettre entre guillemets au Moyen-Âge, c'est que l'héritage antique est encore extrêmement présent, notamment au moment de ce qu'on peut appeler de l'Antiquité tardive jusqu'au Haut Moyen-Âge. Ça va être un peu des époques un peu de transition au niveau du savoir et au niveau, on va dire, des façons de faire pour l'enseignement des enfants. En effet, on va chercher à mettre un peu de côté, surtout dans les premiers siècles de l'Antiquité tardive, voire même les premiers siècles du Haut Moyen-Âge, on va essayer de mettre de côté les auteurs antiques, l'héritage antique, car on les trouve trop païens, trop teintés de paganisme. C'est des notions qu'on va qualifier de dangereuses, car c'est pas forcément des notions qui sont en adéquation avec les pensées de l'époque. En effet, les premiers chrétiens vont encourager l'étude plutôt des textes sacrés que des auteurs antiques. Malgré tout, beaucoup de chrétiens continuent quand même à s'intéresser à ces auteurs antiques, notamment dans ce qu'on pourra qualifier comme de débats ou de discussions, notamment dans ces cadres-là, et ce seront notamment des auteurs comme Aristote qui seront le plus, on va dire, débattus entre guillemets. Au Moyen-Âge, on ne peut pas parler de programme scolaire ou de méthode d'enseignement dans les écoles comme on peut l'entendre à l'heure actuelle. Au moment de l'Antiquité tardive et des premiers temps du Haut Moyen-Âge, les monastères représentent les derniers refuges culturels de ces époques-là, notamment avec les copies de manuscrits anciens et surtout leur conservation dans des bibliothèques. Je rappelle que ces premiers temps ont subi en fait des invasions en tout genre, et aussi il y a eu la chute en fait du monde antique, ce qui fait que beaucoup de documents ont été perdus ou détruits, mais il y a eu quand même cette volonté de recopier encore une fois les documents et de les conserver dans des endroits où ils seront en sécurité. Et c'est comme ça que beaucoup de monastères ont acquis de très grandes bibliothèques, soit en récupérant des ouvrages qu'ils ont pu récupérer à droite et à gauche, soit en les copiant et par conséquent en les possédant déjà. Le latin, puisque le latin reste la langue, on va dire, de base presque de ces époques-là, et est une langue qui est toujours une langue utilisée par le clergé, subit quand même quelques déformations, car elle n'est plus correctement enseignée, mais
ça reste la langue, on va dire, de base de l'administration, des ecclésiastiques, de l'apprentissage de la Bible et tout ça. Si vous regardez un petit peu le latin médiéval et le latin antique, il y a quand même quelques différences. Et c'est probablement vers ces époques-là que le latin a commencé un petit peu à avoir des sens différents. Toutefois, son enseignement quand même reprend au fil du temps et il fait partie, on va dire, du cursus d'apprentissage, on va dire, de base. Par ailleurs, différentes abbayes sont et deviennent de vrais centres éducatifs et surtout de vrais centres culturels. On peut citer par exemple les abbayes de Saint-Victor ou l'abbaye de Cluny, qui est, on va dire, le centre culturel un peu par excellence et que l'on connaît bien. Dans ces établissements, on trouve de nombreux ouvrages. En effet, on va y retrouver par exemple des biographies, des traités d'éducation provenant d'auteurs de l'époque, des auteurs contemporains ou même un peu antérieurs, comme par exemple ici Isidore de Séville, on va retrouver certains auteurs comme lui, ou encore des espèces de compilations provenant, on va dire, des compilations de textes provenant de l'Antiquité. Donc on va retrouver quand même cet héritage antique qui va s'y retrouver, mais c'est, comme je vous l'ai expliqué, les auteurs antiques, on s'en méfie, mais toutefois on veut quand même garder cet héritage, ces auteurs sous la main, pour en débattre, pour en parler. Donc il y a quand même une volonté de conservation, même si on se méfie de ces auteurs païens à proprement parler. Toutes ces données-là montrent que l'éducation dans ces établissements, l'éducation et même, on va dire, l'instruction d'une certaine manière, est essentiellement basée sur des bibliothèques extrêmement bien garnies, mais aussi sur la conservation, encore une fois, de textes contemporains, mais aussi de textes provenant de l'héritage antique. Ce qui va faire que il va y avoir une espèce des centres culturels, on va dire des centres éducatifs à proprement parler, c'est la présence d'une bibliothèque. La bibliothèque, c'est, on va dire, alors ce n'est pas les bibliothèques comme on entend aujourd'hui, hein, c'est totalement différent, ce sont des bibliothèques la plupart du temps portatives, peuvent être sous la forme de coffres, sous la forme de ce genre de choses. On se déplace avec, comme on se déplace avec beaucoup d'autres choses. Ce ne sont pas, on va dire, des étagères de livres comme on peut se les représenter aujourd'hui. Les formats sont totalement différents. Et surtout, les livres en question, ça peut être soit sous forme de rouleaux, soit c'est tout un tas ce n'est pas, on va dire, des livres à proprement parler comme on peut les attendre. Ça y vient petit à petit, bien entendu, mais les premiers temps partaient du principe que ce ne sont pas des livres à proprement parler comme on peut le voir. Il va y en avoir, mais il va y avoir aussi d'autres formats. Il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes ces données sont en fait à but pédagogique, mais aussi à but éducatif pour, on va dire, inciter la critique également chez les élèves qui vont tomber sur ces ouvrages, mais également à leur enseigner telle ou telle chose. Donc, ce qu'il faut comprendre de tout ça, de cet héritage antique, c'est que oui, le christianisme s'est installé à l'époque de l'Antiquité tardive. Oui, il y a encore des auteurs dont on va s'inspirer, dont on va encore discuter, mais ce n'est qu'un but pédagogique, ce n'est qu'un but, on va dire, d'instruction, et pas, on va dire, d'autre chose. Concernant, on va dire, les moyens ou les méthodes pédagogiques que l'on peut souligner, il faut souligner une espèce d'évolution technique par rapport à l'époque antique. Évolution technique, comme on pourrait l'entendre pour cette époque. On va utiliser ce qu'on va appeler au niveau, par exemple, de ce que nous allons qualifier de niveau élémentaire. On va souligner, par exemple, la présence de tablettes ou de jetons, notamment pour apprendre à lire et à compter. Les tablettes, notamment, c'était souvent utilisé parce que on écrivait dessus et on pouvait effacer, entre guillemets, plus facilement. Donc, c'est des méthodes d'apprentissage qui sont déjà là bien présentes. On peut souligner également qu'à côté d'apprendre à lire et à écrire, on va apprendre également à la lecture, mais ce n'est pas une lecture au cas par cas, ça va être une lecture un peu plus globale, donc on peut supposer que c'est une lecture en fait faite de façon collective. Et c'est une lecture qui va être souvent à haute voix. On met les enfants directement en contact avec les textes sacrés, donc souvent les textes de façon générale, et on leur demande de l'apprendre par cœur. Donc
il y a, on va dire, cette volonté d'utiliser la mémoire et de pouvoir, on va dire, le réciter quand on est interrogé. C'est pas des méthodes, on va dire, qui sont nouvelles, nous les utilisons encore aujourd'hui, à quelques différences près, bien entendu. On peut également souligner que les élèves font des espèces de travail de copistes, notamment au niveau des psaumes, et de temps en temps, ils sont amenés à les réciter quand ils sont, on va dire, interrogés. Donc, ils font quand même des travails de copistes, en plus, on va dire des copistes qui peuvent être là de base. Ils font aussi également ce travail de copie pour faire notamment travailler la mémoire. Bien entendu, on sait très bien que la mémoire visuelle et la mémoire, on va dire, de la main est quand même quelque chose, on va dire, d'assez connu et de relativement courant. À côté de cela, et c'est ce qui va aussi enrichir toutes ces activités, on va dire un peu plus de mémorisation, on va travailler tout ce qui est en rapport avec la prosodie. Et la prosodie, c'est en fait une notion qui va concerner les activités à la fois de chant et de musique. Donc apprendre à chanter, égal sur une musique, probablement à apprendre les temps pour le chant, etc. Parce que le chant fait partie, on va dire, des activités, des activités enseignées justement au sein, on va dire, des écoles religieuses et au sein des monastères également. On va également insister également à un enrichissement du vocabulaire avec le recours par exemple de glossaires. Donc on va enrichir également le vocabulaire des jeunes qui sont là. On va leur apprendre également tout ce qui est structure au niveau de la langue. Donc on peut supposer que c'est, on va dire, l'équivalent de ce que nous, on va avoir comme étant notre grand-mère actuelle, avec notamment avec le recours, on va dire, en recopiant des extraits d'ouvrages de grammairiens. Donc, ce qu'il faut comprendre, et c'est pas évident à comprendre, c'est qu'on va énormément insister sur le caractère mémorisation, en fait, des notions. On va insister sur le caractère de mémorisation, sur ce caractère de mémoire. Ça sera assez controversé, notamment dans les universités, mais on voit déjà que dans les petites écoles, dans les plus petits niveaux, déjà on essaie de faire travailler la mémoire, de travailler justement cette façon, on va dire, d'instruire, enfin, cette façon de mémoriser les choses par la copie, par l'entraînement, par ce genre de choses, où on peut se demander véritablement et on peut s'interroger si véritablement l'apprentissage de la langue et l'apprentissage, on va dire, des structures, on va dire, de la langue, des phrases, etc., était quand même correctement assimilé ou pas. Quant à l'aspect littéraire, parce que là c'est un aspect, on va dire, un peu plus religieux, un peu plus pratique, l'aspect littéraire, comme on pouvait l'entendre, l'apprentissage des auteurs, de la littérature, ce genre de choses, est extrêmement mise de côté, voire carrément pas du tout, on va dire, enseignée, jusqu'à la Renaissance carolingienne, entreprise par Charlemagne, car Charlemagne va vouloir faire une renaissance un peu littéraire, mais aussi par ses successeurs. Avant cela, les connaissances, on va dire, des classiques de la littérature est connue qu'à travers des traités de grammairiens. Donc on peut supposer que ce sont des traités, des critiques ou des commentaires de textes, mais le texte à proprement parler, on ne le connaît pas véritablement. Ça peut être des interprétations, ça peut être des commentaires de texte, ça peut être tout ce genre de choses. On peut se demander justement si ce n'était pas ça. L'enseignement ce qu'on peut appeler nous du secondaire et du supérieur, va se faire, et ce qu'on peut qualifier du moins pour l'époque, va se faire, on va dire, par petits groupes, mais ça va être des petits groupes assez fermés, puisque ce seront principalement les clercs qui vont y avoir accès. Donc, on peut supposer que cet enseignement de base dont on vient, on va dire, de faire plus ou moins, on va dire, dont on vient de brosser le portrait, c'est un enseignement, on va dire, qui est dispensé à tous les enfants, mais pour certains enseignements, pour certaines notions, ça va plus être une catégorie, on va dire, de personnes qui vont y avoir accès et pas d'autres. Donc, on peut s'interroger notamment par rapport à ces méthodes, s'il n'y a pas, on va dire, une forme de compétition également entre les élèves pour apprendre plus facilement à écrire, à compter ou ce genre de choses. On peut s'interroger véritablement sur ces techniques d'enseignement. Attention, je ne dis pas qu'il faut s'interroger avec nos yeux à nous, mais plutôt s'interroger sur la perception de ces techniques et notamment la perception, on va dire, de comment les contemporains déjà pouvaient l'appréhender et le voir.
On va voir juste après qu'avec l'époque carolingienne, certaines choses vont un peu changer, mais pas non plus trop changer non plus. La période carolingienne est une période qui est marquée par une forme de renaissance de l'éducation, mais aussi de la pédagogie au niveau de l'enseignement. C'est notamment sous les règnes de Charlemagne, mais aussi de ses successeurs, comme par exemple Charles le Chauve, que cela notamment va se produire. En effet, sous le règne de Charlemagne, on peut constater une forme d'unité du monde chrétien, mais aussi une mise en œuvre de l'éducation prônée par l'Église. Cela passe notamment, par exemple, par l'ouverture d'écoles, donc écoles monastiques, épiscopales, ce que vous voulez, mais aussi par la modification de certains programmes scolaires, à mettre entre guillemets, bien entendu, déjà existants. On assiste alors à un renouveau des études littéraires, notamment à la cour de Charlemagne, donc cette fameuse cour, qui devient comme une espèce de centre culturel international. La littérature antique est maintenue, mais on va l'enrichir avec une littérature beaucoup plus contemporaine, bien entendu. Et cette littérature antique est d'autant plus maintenue, notamment depuis le début de la période médiévale. À partir du 7e siècle, on constate des échanges intellectuels, mais des échanges intellectuels avec des savants venus de l'extérieur. Ces échanges vont faire qu'il va y avoir différents foyers intellectuels, différents foyers culturels qui vont se créer. Les écoles monastiques et les écoles épiscopales sont déjà présentes, déjà à cette époque-là, comme on l'a vu, et elles s'ouvrent petit à petit à ces études littéraires. Donc, études littéraires, comprenez bien, études de la littérature qui va se faire au niveau contemporain, mais aussi la littérature antique. La littérature antique a encore de beaux jours devant elle à cette époque-là. Car comme je vous l'ai expliqué, l'héritage antique, quand même si on a tendance à vouloir s'en détacher, il sera quand même toujours extrêmement présent, car on en discute, on en débat, on l'étudie en fait sous divers points de vue, sous divers angles. Durant son règne, Charlemagne s'efforce et renforce surtout les échanges culturels, notamment en réunissant autour de lui des intellectuels venant de plusieurs pays. Parmi ces intellectuels, on peut citer Alcuin, qui est un maître d'école d'York, donc un anglo-saxon, mais également l'historien Paul Diacre, on peut citer par exemple ces deux-là, mais il y en aura bien d'autres. C'est également sous le règne de Charlemagne que l'on va voir se construire ce qu'on va appeler l'école du palais. Alors pourquoi je n'ai pas parlé de l'école du palais en première partie? C'est parce que c'est un cas très particulier, et en vrai l'école du palais n'est pas forcément une structure qui va être une structure accessible à tout le monde, au sens où on va la retrouver dans toute la France. C'est vraiment quelque chose de très localisé, et c'est un cas qui est relativement particulier, et c'est notamment ce qui s'en dégage au fil des lectures qu'on pourrait, des historiens que l'on peut faire. Donc cette fameuse école du palais est ce que l'on peut considérer comme un établissement primaire. Alors c'est selon les historiens, parce que on va voir qu'il va y avoir une espèce d'évolution au niveau de l'enseignement, mais dans un premier temps, elle est vue comme un établissement primaire. Et mettez le mot primaire toujours un peu entre guillemets. Dans cet établissement, on constate l'admission des fils des serfs, mais également des seigneurs. Donc, on mélange toutes les catégories de personnes pour que tout le monde soit au même niveau. Cet établissement peut être vu comme une forme d'académie un peu ambulante, au sens où elle n'est pas forcément fixe. Je rappelle que la cour royale à la base n'est pas une cour fixe, c'est une cour qui est itinérante. Donc, on peut supposer que cette fameuse école du palais se déplace en même temps que les différents déplacements de Charlemagne et de tout son entourage. Les jeunes nobles ayant fréquenté au préalable une école épiscopale ou ayant bénéficié par la plus grande chance d'un précepteur peuvent fréquenter cette école du palais. Ces derniers y reçoivent une éducation un tout petit peu plus poussée, enfin une instruction un peu plus poussée.
Cette éducation est enrichie par la fréquentation de maîtres prestigieux. On en a cité deux préalablement, mais il y en a eu bien d'autres. Et cet enrichissement va faire que il va y avoir des pôles d'éducation qui vont se former. On va les voir juste après. Toutefois, si l'école du palais est vue par les historiens, comme nous l'avons vu avant, comme une espèce d'établissement primaire, elle est aussi considérée comme un établissement qu'on pourrait qualifier d'enseignement secondaire ou supérieur. Car on y enseigne ce qu'on va qualifier des 7 arts libéraux. On va reparler des 7 arts libéraux quand on va aborder le cas des universités, mais sachez que dès l'époque carolingienne, donc dès l'époque du Haut Moyen-Âge, ces arts libéraux sont enseignés dans cette fameuse école du palais. Les 7 arts libéraux, on peut les diviser en deux. On va d'abord avoir le trivium, ou ce qu'on va appeler les arts philologiques et logiques, donc grammaire, rhétorique et dialectique, et le quadrivium, qui sont les arts des nombres. Donc, ça va l'arithmétique, donc les maths si on préfère, la géométrie, l'astronomie et la musique. On peut se demander qu'est-ce que la musique peut faire là. En vrai, la musique, quand on regarde en fait des partitions de notes et tout ça, c'est un petit peu, on va dire, sur la logique des maths. Donc s'il y a des musiciens parmi vous, vous comprendrez peut-être pourquoi on peut les classer là-dedans. Le quadrivium, considéré comme un enseignement un peu sélectif, au sens où ça va être de très rares initiés qui vont y avoir accès. Donc autrement dit, les plus doués, entre guillemets, qui pourront y avoir accès. Donc c'est un enseignement qui est beaucoup plus poussé. Le trivium, le quadrivium est considéré comme un enseignement sélectif, au sens où ce sera de très rares initiés qui vont pouvoir y avoir accès à cet enseignement, et donc qui vont avoir la connaissance justement de ces fameux arts des nombres. Donc c'est un enseignement que tout le monde ne peut pas avoir. Le trivium, par contre, quant à lui, est enseigné dans les écoles épiscopales, donc dans ces fameuses écoles épiscopales qu'on a vues précédemment, et j'ai fait exprès de ne pas en parler car je voulais en parler justement dans cette partie. On va enseigner ces fameux arts, on va dire, de la logique, et ça va être surtout centré sur la grammaire. Elle aura un rôle central en fait dans cet enseignement. La grammaire est considérée comme une espèce d'instrument d'analyse de la langue. On l'a déjà vu préalablement, comme quoi la grammaire faisait partie justement de cet outil qui permet de comprendre la structure de la langue, de la chose. Et bien là, encore une fois, on va retrouver cette fameuse notion de structure, d'instrument de structure, d'analyse. Donc, probablement comment on va dire que se construit tel ou tel langage ou ce genre de choses. Les catégories grammaticales correspondent à une forme de logique. L'enseignement de la grammaire et des autres matières du trivium prévoit également l'apprentissage des techniques de la lectio, de la lecture des textes et aux commentaires de ces derniers. Les commentaires se retrouvent parfois en marge justement de ces fameux livres. La discussion ou la disputatio commence alors à être pratiquée. Cette méthode pédagogique lance également celle qu'on va retrouver bien plus tard dans les universités médiévales. À côté de cela, on peut dégager quelques données concernant les écoles urbaines, notamment, comme on l'a expliqué, les écoles épiscopales, dont on a parlé un peu plus haut. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, elles ont encore énormément de succès, malgré un contexte assez difficile. Le pape Alexandre III et les pères du Concile de Latran III fixent certaines conditions, notamment les conditions de l'attribution de la licentia docenti. Cette dernière est notamment conférée par l'évêque. Les élèves de ces écoles urbaines sont formés principalement au métier des clercs. On y enseigne notamment le latin, le chant pour les offices, mais également une initiation aux écritures saintes. Les plus doués d'entre eux ont ensuite accès à ce qu'on va appeler comme les arts libéraux, notamment dans ce qu'on va voir, et on le verra juste après, à la faculté des arts. Les universités au Moyen-Âge sont un monde assez à part, où
se côtoient encore plus, de façon beaucoup plus visible à cette époque-là, les laïcs et les clercs. C'est un monde totalement à part dans le sens où ils ont leurs propres règles, leur propre tribunal, leur propre mode de vie, et où se côtoient des personnes tous horizons, riches ou pauvres, avec différents degrés d'enseignement. La création des universités médiévales est issue de plusieurs facteurs. Certaines sont issues de la création d'un groupe d'individus ou d'une institution, et dans d'autres cas, elles sont vues comme une forme de continuité des écoles qu'on a citées précédemment, notamment les écoles épiscopales ou les écoles monastiques. La création des universités s'inscrit dans un contexte, dans un premier temps assez particulier, qui commence dès l'instant de la mort de Charlemagne. Les derniers temps du Haut Moyen-Âge se démarquent par une forme de stagnation, notamment au niveau de la vie intellectuelle, et également par un arrêt du développement des institutions scolaires. Autrement dit, on a un peu la tête ailleurs, quoi. Les 11e et 12e siècles sont les périodes également où la monarchie capétienne va commencer à s'organiser progressivement. À côté de cela, Paris devient un espèce de centre effectif, notamment au niveau culturel. Le haut clergé en profite également pour renforcer son monopole, notamment au niveau de l'enseignement. L'administration scolaire est d'ailleurs devenue à ce moment-là le monopole des évêques. La vie urbaine et l'expansion des villes de façon générale permet le développement et l'intensification des échanges intellectuels. Les échanges intellectuels, comprenez, entre intellectuels venant de France, mais aussi de l'extérieur. À la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, les premières corporations enseignantes commencent à former ce qu'on va comprendre comme les premières universités. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, là, jusqu'à présent, cette espèce de liste de faits, va permettre, en fait, l'élaboration, voire la construction des premières universités, notamment au niveau des échanges intellectuels. Les échanges culturels vont permettre justement aux universités d'avoir des bases, on va dire, de création. Le terme universitas désigne à la base une association. Et donc, on va dire quelque chose qui n'a pas forcément un contenu scolaire à la base. À Paris, en 1261, le terme universitas devient officiellement, ou tout du moins est officiellement utilisé pour désigner l'université. C'est du moins ce que les sources vont nous apprendre. L'épanouissement de l'enseignement, de façon générale, notamment à ces moments-là, permet justement aux grandes universités de prospérer, et notamment une certaine forme de division en facultés. Il faut par contre distinguer l'université, au sens où on va l'entendre, au sens, on va dire, enseignement supérieur, si on peut dire ça ainsi, que l'on va qualifier dans les sources de studium generale, et du non universitaire que l'on va qualifier plutôt de studium particulare ou schola. Donc, si vous voyez ces deux termes dans les sources, partez du principe que le premier désigne l'université comme on pourrait l'entendre, et l'autre va désigner de l'enseignement supérieur, mais qui n'est pas en lien avec les facs, l'université. Les universités se sont dans un premier lieu, organisées sous la forme, on va dire, de groupes enseignants-étudiants, ou maîtres-étudiants, professeurs-étudiants. Ces dernières, pour être créées et pour, on va dire, exister, doivent avoir l'aval du pape. Parce qu'on va y enseigner principalement la théologie, mais aussi d'autres matières comme le droit ou la médecine, par exemple. On peut souligner la naissance au XIIIe siècle des plus grandes universités que nous connaissons, voire des premières de l'époque. Nous avons celle de Paris en 1200, à Oxford en 1206, à Naples en 1224, à Cambridge en 1231, à Montpellier, la fameuse université de Montpellier, qui est une université de médecine déjà à cette époque-là, en 1283. L'université de Toulouse, pas l'université de Toulouse comme on peut l'entendre aujourd'hui, mais l'université de Toulouse, la première université de Toulouse à la base, est une université de théologie, et elle a été créée notamment à l'initiative du pape, afin de combattre l'hérésie cathare. L'université de Toulouse, d'ailleurs, existe encore de nos jours. C'est l'ICT, notamment, c'est l'Institut catholique de Toulouse, et vous trouvez
notamment la fac de théologie, à l'époque, était place du Parlement. Donc, elle existe toujours encore à l'heure actuelle. Donc, si vous voulez aller voir justement comment étaient les locaux de l'époque, n'hésitez pas à aller voir régulièrement la grande porte est très souvent ouverte. Donc, c'est une université qui existait déjà à cette époque-là. Dans un premier temps, l'université tourne autour, comme je vous l'ai expliqué, de la théologie, d'où le fait qu'il faut l'aval du pape pour la construire. Mais plus ça va aller, plus on va trouver des facultés de droit ou de médecine, comme à Montpellier par exemple. Avant cela, il faut que les étudiants passent par la case de faculté des arts qu'on va développer un peu plus tard, afin de s'assurer une forme de préparation au système, on va dire, universitaire de l'époque. Cette université des arts, en fait, correspond plus ou moins à notre équivalent, enfin, à notre équivalent du niveau du bac à l'heure actuelle. Mal installées et très peu chères, les universités attirent des étudiants venant de tout horizon, mais également des maîtres aussi venant de tout horizon, comme par exemple saint Thomas d'Aquin. Elles bénéficient notamment d'une relative émancipation, donc ça en fait un peu des entités à part, mais elles sont toujours soumises à certaines à certaines prérogatives catholiques dans leur fonctionnement. Elles ont également, on va dire, ce souci de défendre leurs droits, donc droit à l'émancipation et compagnie, face à des autorités qui peuvent être soit venant du temporel, donc ça veut dire les autorités politiques, soit au niveau du spirituel, le pape ou ce genre de choses. Maîtres et étudiants, quand ils enseignent dans l'université, sont souvent, alors pour la plupart d'entre eux, soit tonsurés, soit ordonnés, ou les deux ensemble. Cette vie étudiante, et on va la retrouver aussi également au niveau des facultés des arts, leur donne un peu quelques avantages. Notamment, ils sont exemptés d'impôts, donc ils ne payent pas d'impôts, c'est ce qu'on va appeler le privilège de l'immunité, et ils peuvent être jugés par des tribunaux spéciaux qu'on va appeler le droit du fort. Mais tout cela est souvent, on va dire, soumis à une forme de coutume. Il va y avoir la coutume qui va un peu régir certains aspects justement de cette fameuse vie étudiante. On retrouve des étudiants venant de tout horizon, de toute classe sociale, donc riches ou pauvres, tout le monde se côtoie, ecclésiastique, laïque, tout le monde se côtoie, il y a pas de frontières à ce niveau-là. À la fin du XIIe siècle, le grand nombre d'étudiants oblige les gestionnaires de ces fameuses universités à trouver des solutions pour pouvoir loger tout le monde, et notamment les étudiants les plus pauvres ou les étudiants venant de l'étranger. Parce que oui, les universités, que ce soit Paris, Cambridge, Oxford ou ce que vous voulez, attirent des étudiants venant d'Angleterre, de France, d'Italie, de partout. Et donc, il faut bien loger tout ce petit monde. Comme quoi, la crise du logement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose déjà qui existait à cette époque-là. Et il faut trouver des solutions pour loger tout ce petit monde, parce que tout le monde n'a pas les moyens de vivre dans des pensions, ce genre de choses. Et la solution qu'on va trouver, on va créer des collèges. Ces collèges sont des espèces de petits dortoirs où les étudiants sont logés. Robert de Sorbon, par exemple, en 1253, va en créer un. Robert de Sorbon, comprenez, créateur de la Sorbonne. Si le XIIIe et XIIe siècle voient un peu l'apogée des créations d'universités, de l'enseignement universitaire et tout ça, le XIVe siècle va mettre un peu un grand frein à cette création d'universités pour la simple et très bonne raison, et je vais le rappeler peut-être même si ça doit être pénible, que le XIVe siècle, c'est le siècle de la guerre de 100 ans, déjà, donc aller à l'université, c'est pas trop, on va dire, dans la priorité du moment, et vous allez avoir les épidémies de peste qui vont être assez redondantes tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 15 ans, et du coup, il n'y a pas forcément, on va dire, de volonté de créer davantage d'universités, plus que celles qui sont présentes. Et les universités de l'époque, on va dire, qui vont travailler le plus, ça va être les universités de médecine. Et les universités de médecine, on a cité Montpellier, mais Montpellier va être une des universités qui va justement se pencher sur le cas des origines de la peste. Et je rappelle au passage que les médecins qui sortent justement de ces fameuses universités de médecine, ce ne sont pas des médecins comme on l'entend de nos jours, ce sont des savants. Autrement dit, ce sont des personnes qui ont une connaissance certes poussée
dans tel ou tel domaine de médecine, mais qui n'ont pas forcément les connaissances de médecine que nous avons de nos jours. Ce ne sont pas des médecins comme on peut l'entendre maintenant, ce sont des savants, ce sont des personnes qui ont des connaissances extrêmement théoriques, mais qui n'ont pas forcément ou peu de connaissances pratiques. Donc quand on entend médecin au Moyen-Âge, enfin, il est peut-être un peu déplacé de dire médecin égale charlatan, mais cette connaissance, on va dire, théorique de la médecine, teintée souvent de notions religieuses, teintée de notions astronomiques ou approximatives, fait que c'est pas, on va dire, une médecine comme on peut l'entendre de nos jours. Il faut bien garder ça en tête, ce n'est pas une médecine de charlatan, mais c'est une médecine qui est pas aussi poussé comme on peut l'entendre. Les dissections, ce genre de trucs, ça viendra bien plus tard avec le 16e, le 17e et le 18e, mais 14e, 15e, c'est clairement pas, on va dire, à l'ordre du jour, ce genre de choses. Donc, je ferme cette parenthèse, mais je tiens quand même à faire cette petite piqûre de rappel, parce que quand on entend université de médecine au Moyen-Âge, on peut avoir des a priori, et parfois des a priori pas forcément vrais. Concernant la faculté des arts, cette fameuse faculté qui va former justement aux universités de droit, de théologie, de médecine et tout ça, et qui est, on va dire, l'équivalent de qui forme à l'équivalent de ce qu'on pourrait voir comme une espèce de baccalauréat. Les étudiants sont placés sous la responsabilité d'un recteur qui devient après ce qu'on va prendre pour un chef d'université, donc président d'université, s'il y a des étudiants qui m'écoutent. Dans ces facultés, on enseigne, encore une fois, et ça va faire écho à la partie précédente, les 7 arts libéraux qui composent à la fois le trivium et le quadrivium. On avait vu ça pour les écoles, et bien là, on va les retrouver justement dans cette fameuse faculté des arts. Donc, je fais une piqûre de rappel, mais bon, voilà. Le trivium est composé de la grammaire, de la rhétorique, de la logique, donc 3, et le quadrivium est composé de l'arithmétique, comprenez les mathématiques, de la musique, de la géographie et de l'astronomie. Cet enseignement au niveau du trivium, de la grammaire et de la logique est, on va dire, la technique que Aristote prodigue dans ses écrits. C'est ce qui va contribuer à ce qu'on va voir bien plus tard comme étant la scolastique. Et cette fameuse scolastique, on va en parler juste après, c'est une technique d'enseignement qui va petit à petit gangréner l'enseignement universitaire médiéval et qui va être une technique de moins en moins efficace, de moins en moins productive et qui va être par la suite très lourdement critiquée parce que justement elle va jouer sur une forme de lourdeur au niveau de l'apprentissage comme un peu du bachotage, on peut appeler ça carrément presque du bachotage et sera un effet contre-productif à la fin. Les étudiants sont alors considérés comme des écoliers. À la faculté des arts, les enfants y rentrent à partir de l'âge de 14 ans. C'est à partir de ce moment-là que commence, on va dire, la vie d'écolier, le mot écolier est à mettre entre guillemets, de ces jeunes adolescents. Les études peuvent durer relativement longtemps, cela ne choque pas et cela n'est pas extrêmement gênant. Et ce statut d'écolier amène quelques petits avantages. Bon, non seulement c'est une profession qu'on va reconnaître, la profession, il existe une profession d'écolier, mais c'est une profession qui va amener quelques avantages, notamment par exemple la dispense de payer des impôts, comme on a vu pour les étudiants, mais aussi une juridiction particulière, comme pour les étudiants. Ces écoliers sont reliés la plupart du temps à un maître, donc un maître référent. Et par ailleurs, pour tout ce qui est question enseignement, lieu d'enseignement et tout ça, il n'y a pas de lieu, on va dire, déterminé pour donner des cours. Les cours peuvent se donner en plein air, ils peuvent se donner à l'intérieur d'un établissement, enfin peu importe. Le tout, c'est de pouvoir faire cours. Concernant les techniques d'enseignement, c'est principalement un enseignement basé sur le verbal. Il s'agit de techniques basées sur le parler, sur l'explication, notamment explication de texte, mais aussi sur la discussion, ce qu'on va appeler la dispute ou la dispute. En fait, ce n'est pas, on va dire, la dispute comme on l'entend de nos jours, c'est vraiment une sorte de discussion, de débat sur des idées. C'est un peu comme
espèce pas forcément de conférence, mais pas trop loin en fait. C'est un peu comme un cours, mais c'est pas forcément évident de l'expliquer comme ça, mais c'est en fait plus une discussion. Voilà, c'est vraiment une discussion entre personnes sur un sujet donné. Cela peut se cumuler également à côté s'il y a une formation religieuse, notamment si l'adolescent se destine, par exemple, à une formation de clerc. On peut également constater une forme d'enseignement relativement formelle basée aussi sur la connaissance des mots et des textes, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, mais également basée sur une forme de logique, notamment les logiques basées sur Aristote. Ça fait beaucoup de mots basés, mais c'est un peu normal. Comme je vous l'ai expliqué, la scolastique en fait va être beaucoup basée sur les techniques d'enseignement d'Aristote, la pensée d'Aristote, et cela, au bout d'un certain moment, va finir par nuire en fait à l'apprentissage scolaire dans les écoles, mais surtout plus principalement dans les facultés. On a surtout beaucoup recours, on va dire, au recours de la mémoire, au recours du par cœur, de ce qu'on pourrait appeler du bachotage. Et c'est également ce genre de technique qui fait que les facultés et l'université au temps de l'époque médiévale va être, on va dire, extrêmement sclérosée, et où par exemple les temps modernes, donc l'époque moderne, va essayer tant bien que mal de remédier à cela. Si on vient de voir que les écoles monastiques, épiscopales, paroissiales, etc., et les universités tout confondu, y compris la faculté des arts, forment des personnes au savoir, il existe à côté de ça aussi quelque chose qui n'est pas forcément toujours très mis en avant, c'est une forme de enseignement, mais par l'apprentissage. Il y a des jeunes qui vont être destinés à l'apprentissage, qui vont être placés sous l'autorité d'un maître artisan, d'un maître qui va les former à un artisanat et qui va les prendre en charge un certain temps pour leur apprendre les ficelles du métier. Donc ça va passer par trois on va dire paliers. Vous avez l'apprenti, le compagnon, puis après vous allez avoir le maître. Et justement, ce fameux maître qui va prendre un apprentissage chez ce jeune va signer non seulement un contrat d'apprentissage, bien entendu, avec les familles, il va le former à un métier, et ce jeune, pour avoir sa certification, on va dire, d'apprenti ou de compagnon, va devoir passer un examen, et c'est le maître qui le remet. Donc, il y a, on va dire, l'apprentissage intellectuel énormément, comme on vient de le voir dans cet épisode, mais il y a aussi un apprentissage manuel qui existe, qui n'est pas toujours forcément mis en avant, mais qui est là. Et cet apprentissage est également, on va dire, sous la houlette de corporations d'artisans, corporations de maîtres, qui va plus ou moins régir certaines choses, certaines modalités. Enfin, c'est eux qui vont fixer certaines règles. Donc, il ne faut pas voir, on va dire, le Moyen-Âge, enfin, on va dire l'enseignement Moyen-Âge, comme une époque où on se base que sur l'intellectuel. Il va y avoir aussi un apprentissage manuel qui va être à côté, et ça va être un peu comme les ancêtres de notre apprentissage encore à l'heure actuelle. On peut très facilement, si on regarde un peu nos techniques d'enseignement, ou on va dire nos institutions, comme par exemple l'université, ou même des façons de faire comme l'apprentissage, on peut très facilement y voir un petit peu quelques reflets de nos méthodes actuelles, à quelques différences près, bien entendu, qu'on se l'entende. Hein, on n'enseigne plus la théologie à la fac, comme on l'enseignait au Moyen-Âge, on se l'entend bien. Maintenant, vous avez des universités de sciences sociales, de sciences humaines, de sciences, on va dire, brutes, où vous avez tout un tas de choses. Mais c'est vrai que l'enseignement au Moyen-Âge, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours, premièrement, dans les recherches, qui n'est pas toujours mis en avant, dans les recherches des historiens, et deuxièmement, quand on se penche dessus, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'échos à certaines choses que l'on pense modernes pour nous, mais qui en fin de compte étaient déjà là. Donc, c'est pour ça que aussi,
ça peut être intéressant si vous vous intéressez justement à l'enseignement ou si vous vous destinez peut-être à une carrière d'enseignant, peut-être vous pencher sur les techniques d'enseignement au Moyen-Âge, à l'époque moderne, contemporaine, enfin ce que vous voulez. Le tout, c'est de pouvoir en fait essayer de voir un peu de se dire à telle époque il y avait telle technique, tiens, on retrouve un peu un espèce d'équivalent de nos jours. C'était par exemple l'exemple du maître d'école entre guillemets à l'époque contemporaine, par exemple au temps de Jules Ferry, où le maître d'école doit se poser un peu en pair par rapport à ses élèves au sens de l'éducation. Ça, je vous cite de mémoire une lettre que Jules Ferry avait envoyée à tous les instituteurs de France par rapport, on va dire, à l'éducation qui devait être faite dans les écoles. Mais vous retrouvez un peu, pas totalement, mais un petit peu cette notion au Moyen-Âge, dans le sens où le maître d'école, enfin l'instituteur, je mets le mot entre guillemets très volontairement, devient, on va dire, une espèce de substitut de père également pour les élèves qu'ils accueillent dans ces écoles épiscopales, monastiques ou ce genre de choses. Il y a toujours, en fait, cette forme de maître-élève qui est, on va dire, presque la base de l'enseignement, quel qu'il soit. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long, même si je sais qu'il sera extrêmement long, extrêmement dense. J'ai dû vraiment faire le tri dans toutes les données que j'ai pu trouver parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Enfin, il y a beaucoup de choses et en même temps peu de choses qui ont été faites. C'est assez paradoxal d'ailleurs quand on étudie ce pan, on va dire, de l'époque médiévale. Mais j'espère en tout cas vous avoir fourni suffisamment de choses, même si ça a été pas forcément extrêmement facile pour moi, de vous faire des espèces de définitions de certaines notions qui sont pas toujours, on va dire, très bien des fois définies dans les ouvrages, que ce soit numérique ou pas numérique. Je trouve quand même que, alors c'est une critique personnelle, c'est totalement personnel et je le souligne, je trouve que il n'y a pas de définition propre en fait à ce que sont les différentes écoles. Alors c'est facile d'en trouver sur les universités, ça, il n'y a aucun problème là-dessus, mais sur les écoles, il faut vraiment, on va dire, cela faire soi-même, c'est-à-dire prendre des notions, faire comme des prises de notes, prendre des notions et essayer, on va dire, de se faire sa propre définition de la chose, même si c'est pas toujours très facile. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui, je trouve, est extrêmement intéressant. C'est un sujet que moi-même, quand j'ai été étudiante, j'avais adoré. Il y avait un cours qui s'appelait Société et Culture. J'adorais ce cours, je trouvais le cours extrêmement intéressant, extrêmement riche, extrêmement bien enseigné, mais le but n'était pas de vous refaire ce cours, le but était essayer de vous donner peut-être envie de vous intéresser à ce sujet, à vous apporter peut-être des petites connaissances de base sur le sujet, pour pouvoir après derrière, si vous en avez envie, bah pourquoi pas faire des sujets de recherche pour un exposé ou pour un master ou pour peu importe. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'encouragerait beaucoup dans mon travail. Et d'ici là, je vous dis de prendre bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau podcast.